Bonjour, bienvenue sur Médiatique, ce jeudi 5 mars 2020. Aujourd'hui, une fois encore, nous recevons M. Morgan Palmer, fondateur du MP3. Nous allons aborder avec lui la plupart des questions relatives à l'actualité et surtout au débat qui anime l'univers médiatique camerounais. Avec Morgan Palmer aujourd'hui, nous allons donc aborder la question du jugement de la place qu'occupe notre armée, l'armée camerounaise, sur les médias. Et nous aborderons également une question d'une actualité très brûlante, c'est celle de Ouattara, qui vient d'annoncer qu'il ne se présentait plus à l'élection présidentielle. Donc, ce soir, ce sont les principales thématiques que nous aborderons avec vous et avec M. Morgan Palmer, ici présent. Morgan Palmer, bienvenue. Bonsoir à tous. Merci Médiatique de nous offrir votre plateforme une fois de plus pour pouvoir échanger de ces questions qui sont des questions d'actualité et des questions qui passionnent tout le public de Médiatique et l'ensemble des Camerounais. Bien. Comme certainement vous avez pu le constater, cette semaine, et même d'ailleurs les semaines avant, a eu lieu au Cameroun ce que certains appellent un bashing de l'armée camerounaise. Monsieur Morgan Palmer, avant d'être un homme politique, vous avez été, et vous êtes encore aujourd'hui, un journaliste de haut vol. Pouvez-vous nous dire un tout petit peu si le traitement journalistique et médiatique que subit notre armée est à la hauteur de nos journalistes? Alors, je crois que c'est une question qui est très vaste. Est-ce que le traitement est à la hauteur? On va plutôt dire que nous avons un univers communicationnel aujourd'hui qui n'a pas été encouragé à se professionnaliser. Parce que la problématique de base est celle-là. C'est-à-dire que nous, on est des témoins vivants de cet épisode. Au début des années 2000, quand le président Biya a décidé de libéraliser l'audiovisuel, les professionnels que nous étions, très enthousiastes, se sont dit que c'était l'occasion de faire émerger un réel quatrième pouvoir. Et il ne faut pas se faire d'illusions. Pour que la presse soit un pouvoir, il faut qu'elle soit crédible. En dehors des schémas de crédibilité, il n'y a pas de possibilité d'en faire, en tout cas, un contre-pouvoir, quelque chose qui peut challenger le pouvoir exécutif et judiciaire, etc. Donc, depuis ce temps-là, on a observé, un peu dans les pouvoirs publics camerounais, je vais appeler une espèce de laxisme. Ça les arrangeait un tout petit peu que l'univers de la presse au Cameroun ne soit pas pris au sérieux et donc subissent l'invasion de toutes les personnes oisives qui, pour des raisons légitimes ou non, pensaient que c'était un nouveau corps de métier et qu'il y avait peut-être affaire là-dedans. Alors, pourquoi je reviens en arrière? C'est parce que nous n'interrogeons pas la causalité profonde des problèmes que nous rencontrons. Et c'est pour ça que nous n'avons, en termes d'approche solutionnelle, que très peu d'efficacité dans la résolution des problèmes que nous rencontrons dans notre pays. Donc, depuis la sortie des fonds baptismaux d'un univers médiatique pluriel au Cameroun, depuis qu'il y a des médias privés, il faut qu'on parle terre à terre, que les gens puissent bien comprendre ce qu'on veut dire. Ces médias, en réalité, n'ont pas incarné le quatrième pouvoir parce que le pouvoir central, à Yaoundé, s'est arrangé à paupériser les différents acteurs, faisant en sorte qu'ils ne soient pas crédibles et donc qu'ils ne puissent pas être en réel contre-pouvoir pour eux. Alors, ça nous amène à la problématique que vous posez. Il y a un bashing de notre armée républicaine ces jours-ci avec les différents théâtres d'opération. Boko Haram d'abord, mais beaucoup plus nord-sud-ouest aujourd'hui. Parce que Boko Haram, on est dans un type d'agression terroriste avec des forces exogènes plus ou moins identifiées. Le nord-sud-ouest, on est dans une revendication politique qui a viré à la prise des armes. Et donc, disons que en termes de sensibilité, on a plus d'émotions camerounaises, plus de cœurs camerounais qui battent sur ce qui se passe au nord et au sud-ouest. Moi, personnellement, je ne sais pas, je vous laisse me contredire si vous le pensez, je pense qu'on a un très très mauvais traitement professionnel de ce conflit, et même des autres conflits, parce que dans aucun pays au monde, et quand je le dis, on ne peut pas me soupçonner d'avoir de la sympathie pour le pouvoir en place,
Donc, il faut que les choses soient bien claires. Nous agissons aujourd'hui pour qu'ils partent. Et s'il part avant 2025, ce serait mieux. Parce qu'aujourd'hui, nous avons atteint le point de non-retour dans notre pays. On est plus que jamais divisé. Mais monsieur Moral, un instant. Là, vous êtes déjà en train d'aborder la problématique, on va dire, du départ, supposé ou pas, on va dire, du chef d'État actuel, avec en filigrane le régime actuel. Mais nous ne sommes pas encore là. La question que moi j'aimerais vous poser, elle est toute simple. C'est de savoir, est-ce que dans la posture de journaliste camerounais, ils doivent taire les réalités de ce qui se passe, ou alors ils doivent, même s'ils disent la vérité, dire toute la vérité. Est-ce qu'on doit parler de la grande muette en étant excessivement éloquent? Alors, vous voulez que je vous dise la vérité? Je vous écoute, monsieur. Non, mais est-ce que vous voulez que je vous dise la vérité? J'aimerais que vous me dites la vérité. Dites la vérité à moi et surtout aux autres. Alors, je vous écoute. Pour ceux qui nous regardent, si je prends mon souffle, si je respire, j'inspire profondément, c'est parce que en réalité, aujourd'hui au Cameroun, on est victime d'une chose. Il y a une montée de fascisme qui veut que l'esprit partisan, le suivisme moutonnier, soit plus que jamais enraciné dans les mœurs. Dès que vous prenez la parole et que vous dites un propos qui ne va pas dans le sens d'une catégorie de Camerounais, eh bien ces derniers vous taxent d'être pro le camp adverse et vice-versa. Cette façon de fonctionner est venue polluer le débat politique aujourd'hui au Cameroun, faisant que même sur les questions où il ne faut pas de démagogie, sur les questions où on ne doit pas utiliser le populisme, les hommes politiques se retrouvent. Donc nous retrouvons avec cette tentative de se dire on va parler pour plaire à la majorité. Moi, ce n'est pas ma vision de la politique. Ma vision de la politique, c'est que, eh ben, il y a des choses bien qui sont faites dans l'opposition, il faut le dire, il y a des choses pas bien qui sont faites dans l'opposition, il faut aussi le dire, et c'est pareil pour la majorité. Or, nous sommes dans un contexte aujourd'hui où les gens sont très susceptibles. Dès que vous sortez le moindre mot, on vous accuse tout de suite de vendu. Alors, la vérité que moi je veux vous dire, concernant ce sujet, c'est qu'en réalité, c'est un scandale. Lequel? C'est un scandale ce qu'on voit au Cameroun. Dans aucun pays sérieux au monde, une armée républicaine engagée sur les théâtres d'opération peut subir le bashing de sa population. Ça n'existe nulle part. Et je reviens au pouvoir public pour dire que ces gens-là sont fautifs quelque part. Pourquoi ils sont fautifs? Parce qu'à situation exceptionnelle, on utilise des moyens exceptionnels. Quand il y a une guerre comme celle-là, l'ensemble des médias que je vois traiter cette affaire au Cameroun aujourd'hui est porté par qui? Porté par des petits genoux qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas de vécu dans le métier, et qui pour la plupart sont pour la première fois en train de communiquer sur une situation de crise, donc ils n'ont pas les outils pour justement adapter, avoir les pédagogies qu'il faut. Donc le rôle reviendrait au pouvoir public de dire quand il y a une guerre, comme c'est le cas au Cameroun, eh bien ce qu'il faut faire c'est quoi? Ce qu'il faut faire c'est que chaque rédaction, je vous le dis, ça fait 20 ans que je marche dans le monde. Ça fait 20 ans que je suis dans les théâtres d'opération, que j'ai vu des choses. Quand il y a une guerre, s'il vous plaît, chaque rédaction doit être infiltrée. Et quand je dis infiltrée, c'est pas si péjoratif que ça. Doit être accompagnée dans sa communication, parce qu'on ne peut pas tout dire d'une armée. Ce n'est pas du tout responsable de se comporter comme ça. Regardez la situation. La guerre du Golfe, on l'a vécue en direct sur CNN, la première guerre du Golfe en 1991. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que ce qu'on entendait dire sur CNN, c'est des choses qui allaient dans le sens contraire aux intérêts de l'armée américaine? Si je vous comprends bien, si je vous comprends bien, donc pour vous, le traitement médiatique que font les médias au Cameroun n'a pas lieu d'être. Pour vous, le traitement médiatique que font certains médias au Cameroun devra plutôt aller dans le sens de ne pas donner un certain nombre d'informations, de ne pas parler derrière le terrain. On ne peut pas insulter une armée républicaine qui est engagée sur le théâtre des opérations. Il n'y a pas de guerre sans dommages collatéraux, ça n'existe nulle part. Vous voulez que je commence à vous prendre des exemples? Allez-y, monsieur. Vous avez vu la force onusienne en République centrafricaine où des accusations ont été portées sur l'armée française, notamment de relations très peu sérieuses avec des mineurs. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a prospéré? Non. Parce que c'est une armée qui est sur le théâtre des opérations. On ne dit pas qu'elle doit se faire chantre de toutes les horreurs, mais ce qu'on dit,
c'est que c'est des gens qui ont sacrifié leur vie. Ils ne sont pas nombreux au Cameroun. Des gens qui, en échange d'un salaire, vont mettre leur vie en danger. Ils sont où? On peut les montrer? Moi, je ne les vois pas. Revenons à l'armée camerounaise. Oui. Revenons à l'armée camerounaise. Dans le cas précis camerounais, dans 2 théâtres d'opération, notamment dans le Septentrion et aujourd'hui dans le Nozo. Est-ce que, selon vous, le traitement qui est fait à cette armée par les médias dans ces 2 théâtres d'opération est le même? Non, il n'est pas le même. Et j'ai expliqué au départ qu'on a une surcharge émotive sur la question du nord-sud-ouest parce qu'on est sur une revendication politique qui a dérivé en revendication violente. Exactement. Ça n'a rien à voir avec Boko Haram, où nous avons une agression de groupes terroristes, des djihadistes qui prennent en otage les nôtres. Il n'y a pas de revendication politique derrière. On n'a pas entendu un message d'appel à la sécession. Donc c'est 2 réalités bien différentes. D'où celle qui touche le plus les cœurs aujourd'hui, en tout cas au Cameroun, est celle du nord-sud-ouest. Mais ce que je redis, c'est qu'il n'est pas du tout sérieux. Et ça, tous les hommes politiques doivent tenir le même discours en cœur. Il n'est pas du tout sérieux qu'une armée que nous finançons, nous contribuables, avec notre argent, se retrouve sur un théâtre d'opération et qu'elle n'ait pas le soutien à 100%, je ne dis pas à 95%, à 100% de sa population. Se comporter comme ça, tenir un discours comme celui-là, quand on est un homme politique, c'est faire de la démagogie. C'est vrai que nous sommes tous tentés de plaire, parce que le but, quand on fait de la politique, c'est quoi? C'est d'agréger le maximum de soutien, c'est de séduire le maximum d'électeurs, et donc on va avoir cette tendance fâcheuse à dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, sans leur dire la vérité. Mais il y a un danger à faire ça. L'un de ces dangers, c'est celui que paye la gouvernance en place aujourd'hui au Cameroun. Parce qu'à l'époque, quand ils ont laissé que toutes les dérives qu'il y avait dans la presse, ils ont laissé que les gens commencent à s'attaquer aux autres en se servant des micros, en se servant des plumes. Ils pensaient faire du mal au 4e pouvoir. Aujourd'hui, ils sont rattrapés eux-mêmes par ce propre mal. Donc notre responsabilité de politique aujourd'hui, c'est d'éduquer aussi les masses qui nous suivent ou que nous souhaitons qu'elles nous suivent. Ce n'est pas de leur dire forcément les choses dans le sens qui les arrange, mais de leur dire le langage de la vérité. Dans aucun pays au monde, mais regardez Guantanamo. Tout récemment, quelqu'un de sa chambre a appuyé sur le bouton atomique qui allait abattre un Iranien, un général iranien. Vous avez entendu les sons, le vibrato de toutes ces ONG, de toutes les associations de l'impérialisme de la vertu. Personne n'a moufté. Mais là, tout le monde, oui. À ce niveau, M. Morin-Palmer, vous abordez un autre volet diplomatique lié au traitement d'informations par les médias, notamment celui qui repose sur les rapports qui entre les médias camerounais, de manière plus précise, avec ces ONG qui défendent les droits de l'homme. Pour vous, est-ce que les médias doivent être des relais d'informations divulguées par les ONG ou alors être les relais des informations divulguées par les autorités, on va dire, habilitées de l'armée? Alors, moi je pense que... Quelle information prime? Mais l'information qui prime, c'est celle qui va dans le sens de la préservation des intérêts du pays. Au-delà, je vais vous expliquer pourquoi. Au-delà de la vérité. Oui. Qu'est-ce qu'on appelle vérité Très bien. Quand on a une situation comme celle-là? Est-ce que les gens ont entendu parler des syndromes post-traumatiques? Vous savez ce que c'est qu'aller en guerre, de voir des gens tués autour de soi, vous-même de donner la mort à des gens, mais votre vie est modifiée éternellement pour ceux qui ont la chance de revenir en santé, enfin quand je dis en santé entre guillemets, de revenir des théâtres d'opération. Vous savez, je vais vous donner quelques chiffres pour que vous compreniez. Au lendemain de la deuxième guerre du Golfe, on avait 22 décès par jour d'anciens vétérans, donc d'anciens soldats américains qui ont fait la guerre en Irak. Victimes de quoi? Victimes de stress post-traumatique. Parce que quand vous avez été sur un théâtre d'opération, que vous avez entendu des armes exploser, si vous avez juste un gonflé qu'un enfant explose autour de vous, mais vous pouvez avoir des réactions mais disproportionnées. Vous avez des familles qui sont complètement foutues. Allez, en lambeaux. Certaines personnes vous répondront que les militaires, eux, ils sont préparés à ça, mais les populations civiles qui, elles, sont victimes de manière collatérale de ces dégâts-là. Qu'est-ce qu'on pense d'elles? Alors, pour venir au cas du Cameroun, soyons dans la vérité. On n'a pas, parce que
la présentation qui est faite aujourd'hui des faits donne l'impression que c'est la présence de l'armée camerounaise dans le nord et le sud-ouest qui a engendré le conflit, ce qui est complètement faux. L'armée camerounaise a été mandatée d'aller se positionner sur ce précaré, remplir ses missions régaliennes, qui sont notamment de veiller à l'intégrité physique de notre territoire, quand un conflit a éclaté au nord-sud-ouest. Donc ces gens arrivent dans une zone où il y a déjà des factions belligérantes. C'est pas eux, c'est pas l'armée, le fait que l'armée soit venue au nord-sud-ouest qui a créé le conflit, qui a fait qu'on commence à tuer des gens, qu'on commence à avoir des gens qui sont enlevés, des coups de pression qui sont mis sur les gens. Non. L'armée camerounaise est venue répondre à une menace, à une agression qui était là. Aujourd'hui, comment répondre à cette agression? Vous pensez que le mec qui est sur le théâtre d'opération, qui entend des balles siffler autour de lui, réfléchit en termes de droits de l'homme. Il réfléchit en termes de sauver la vie de son camarade qui a mis sa vie entre ses mains et de comment sauver sa propre vie à lui. Donc, c'était quoi la question La question portait sur les relations qu'il peut avoir entre les médias et les informations que relaient les ONG qui sont sur le terrain. Alors, la question c'est de savoir, est-ce que les médias doivent relayer ces informations qui peuvent parfois aller à l'encontre, on va dire, de nos armées, à l'encontre même des intérêts stratégiques des États? Mais que faire? Déjà, quand il y a un conflit armé et qu'il y a une armée régulière qui est engagée dans ces conflits, on ne communique pas n'importe comment. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que si nous avions une gouvernance responsable, on ne dirait pas n'importe quoi dans toutes les chaînes de télévision. Vous êtes pour la censure? Ben, bien sûr. Donc pour vous, il faut censurer toutes les informations qui viennent du théâtre d'opération. Ce n'est même pas une censure. Je suis pour qu'il y ait un dispositif spécial, comme ça se passe dans tous les pays du monde. Je vous mets au défi. Citez-moi une seule chaîne de télévision d'un pays normal qui, pendant que son armée est en guerre, consacre des éditions de ses programmes à mal parler de son armée, à la médire, à la critiquer. Citez-moi un seul exemple, un seul pays. Ça n'existe nulle part. Chez nous, ça existe parce que nous avons une faiblesse de gouvernance qui fait que dès qu'on a un conflit comme celui-là qui éclate, eh bien, toutes les mesures de gouvernance n'ont pas été mises en place. La première mesure qu'on devrait mettre en place, c'est de dire, bon, on a un conflit, qu'est-ce qu'il faut? Il y a ce qu'on appelle une communication de crise. La communication, ça se fait avec des médiums. Les instruments que sont donc les chaînes de télévision, les radios, elles devraient être encadrées. Pour leur dire, bon, voilà, quand il y a une communication de crise, on ne peut pas passer tel type d'information, on ne peut non plus passer celle. Imaginez que tous ces gens-là, aujourd'hui, qui sont critiqués, montrés du doigt, qui décident de se retirer, de déserter tous le théâtre d'opération, qu'est-ce que devient ce lieu? Vous pensez que si aujourd'hui on décide d'enlever l'armée camerounaise du nord et du sud-ouest camerounais, on revient sur la paix immédiatement? Est-ce que là, selon vous, pour reprendre vos propos, et voir un tout petit peu en filigrane ce qui sort de votre analyse, l'armée camerounaise, certains lui contestent son caractère républicain. Qu'est-ce qu'une armée républicaine, M. Moratama? Mais une armée républicaine est une armée qui est mandatée par un pays. Tout simplement. Est-ce que il y a bien, elle fait partie des institutions de notre pays. C'est pour ça que moi je pense en tant que politique que l'armée du Cameroun doit être dégagée du débat politicien. C'est une institution. La preuve, les politiques s'en vont, l'armée reste. On est d'accord? Il y a eu combien? Il y a eu, oui. Vous savez très bien qu'on a coutume de dire que la guerre, c'est la continuité de la politique par d'autres moyens. Oui. Est-ce qu'on peut départir ces deux réalités? Oui, mais je veux dire, est-ce que quand il y a un nouveau président de la République qui vient dans un pays, on change d'armée? C'est toujours là. En principe, non. On ne change pas d'armée. Donc on est dans la continuité. On fait partie des institutions qui incarnent la raison d'État. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, peu importe qui est là, imaginez que demain, moi je sois en situation, aujourd'hui opposant, qu'est-ce que je dis? Je fais du bashing sur cette armée, demain je prends le pouvoir, j'ai besoin d'assurer la sécurité de mes concitoyens comme je l'aurais fait en prêtant serment, je ne peux pas le faire puisque j'ai passé le temps à dire quoi? À dire que bon, cette armée, elle n'est pas en train de faire son travail. Non, je dis, réécoutez-moi très bien, il faut qu'on s'entende. Tous les hommes politiques camerounais ont une responsabilité aujourd'hui, c'est celle, que l'armée fasse bien ou qu'elle fasse mal, c'est celle de faire chorus avec l'armée. Parce que cette dernière ne va pas sur le théâtre d'opération tuer les gens gratuitement. Cette armée se retrouve confrontée à des difficultés qu'il faut qu'elle surmonte. Aucun de vous, ni moi, qui parlions, ni tous ces petits jeunes qui parlent dans les médias, ne peuvent assumer d'entendre un seul tir
dans leur proximité. Je vous dis bien un seul tir, à plus forte de raison de voir des camarades de combat avec qui on est parti mourir, tomber, blessés grièvement, avec des familles qui sont abandonnées. Mais c'est pas facile. Donc pour vous, moi je dis, oui. Donc pour vous, M. Morel-Palmer, l'armée camerounaise fait bien son travail. Bien sûr. L'armée camerounaise remplit le cahier des charges qui a été le sien au Nozo. C'est ça. Bien sûr. Ce que je dis, c'est que, encore une fois, il n'y a pas une guerre propre. Mais on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité des gens qui ont un mandat du peuple camerounais, donc notre armée. C'est nous qui la finançons. C'est une institution que nous avons mis en place nous-mêmes. On ne peut pas la mettre sur le même pied d'égalité des gens qui vont là-bas. Mais je vous ai posé une question. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on retire dans notre armée, que chacun rentre chez lui, et puis il revient à chaque Camerounais d'assurer sa défense tout seul. Mais c'est très bien de revenir à cette question, parce qu'un homme politique camerounais, l'un des célèbres hommes politiques camerounais, a suggéré, entre autres, dans les mesures qu'il compte mettre en place pour régler ou du moins apporter un début de solution aux problématiques au Nozo, il a pensé qu'il fallait faire partir les militaires du Nozo et instaurer uniquement la police. Que pensez-vous de cette vision? Qui assume dans ce cas? Si cet homme politique peut taper la main sur la poitrine et dire, bon voilà, moi je me porte garant, l'armée camerounaise peut partir, je me porte garant de la sécurité de nos concitoyens qui sont dans le nord et le sud-ouest, à ce moment qu'on fasse partie de l'armée. On retiendra qu'il y a un homme politique qui a tapé la main sur la poitrine et qui a dit que lui, il se portait garant de ce qui se passera en dehors de l'armée. Non, il faut qu'on arrête de charrier. Ce n'est pas du tout responsable. Oui. Moi je le redis. Et quand je le dis une fois de plus, on ne peut pas me soupçonner de sympathie pour les gouvernants actuels. Mais justement, ce que je veux, c'est qu'on fasse bien la différence, un distinguo entre la gouvernance actuelle, qui sont des politiques temporelles. Ils vont partir, et les institutions que nous donnons, notamment notre armée. Regardez, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire de l'armée camerounaise qu'elle n'est pas républicaine? Moi, je me souviens quand on était gamin, tous ceux qui ont joué, ont participé aux Jeux au sucre au Cameroun, qui se déroulaient parfois dans des contrées très éloignées. Ils voyageaient comment? On voyageait tous dans un avion qu'on appelait le Caribou. C-130. C-130 de l'armée camerounaise qu'on mettait à disposition des personnes civiles pour faciliter l'acheminement vers les différents lieux où il y avait ces événements. D'accord? On est dans quelque chose qui est citoyen, on est dans quelque chose qui est républicain. Nous, quand on était gamin, dès qu'il y avait le moindre travail sérieux, de BTP, qui nécessitait une certaine ingénierie, mais on faisait appel à qui? On faisait appel au génie militaire. Tout à fait. D'accord? Ces gens-là ont contribué à bâtir des ouvrages qui font notre fierté aujourd'hui. On ne peut pas résumer une armée qui s'est toujours comportée de cette manière. Aujourd'hui, on ne peut pas la réduire à des voyous parce qu'il y a une situation exceptionnelle qui les amène à se défendre avec les moyens dont ils disposent. Que tous les commentateurs, là, que nous tous là qui parlons, qu'on aille passer une journée au front, d'accord? Sans filet. Et puis on en reparlera. Mais tant qu'aucun de nous n'est là-bas à risquer sa vie, aucun de nous ne risque de laisser des orphelins et des veuves, il faut qu'on la mette un peu en veilleuse. Moi je pense. Hein. Donc pour vous, M. Morel-Palmer, oui. On va dire la plupart, entre parenthèses, des exactions commises, soi-disant, qu'elles soient avérées ou pas, par les militaires camerounais, par l'armée camerounaise. Ces dégâts collatéraux sont intrinsèquement liés à la réalité des guerres. Parce que, je tiens à préciser qu'il y a un fait qui a marqué l'actualité camerounaise il y a de ça 1 an, où on a vu des militaires camerounais exécuter des femmes et des enfants. Ça se passait au Septentrion, avec d'ailleurs presque le même processus. L'information est avérée, il y a eu, via le ministre de la Communication porte-parole du gouvernement de l'époque, un déni de ces réalités-là pour enfin reconnaître qu'effectivement, les militaires en question étaient bien des militaires camerounais. Est-ce à dire aujourd'hui que l'armée camerounaise, engluée dans un conflit, je vais dire asymétrique au Nozo, on peut comprendre et justifier certaines exactions qui sont commises au nom du maintien de la paix? Ah non, c'est pas ce que j'ai dit, hein. Ah, d'accord. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas parce qu'il y a une situation exceptionnelle qu'il n'y a plus de règles. Il y a des règles. À toutes les fois qu'il va être démontré que certains éléments de notre armée, et encore une fois de plus, je veux bien qu'on insiste dessus, parce que les bavures, il y en a partout. Hein? La preuve, aujourd'hui, on ne va pas dire que c'est toute la presse camerounaise ou toute la presse africaine qui est en train de faire un feu nourrir sur l'armée. Il y a certains éléments de la presse, mais il faut éviter les généralisations. Effectivement, il peut se trouver, comme ça a été prouvé par le passé,
que certains membres, dépassés par les événements, perdent leur humanité. Ça arrive, on ne sera pas les premiers à le faire au Cameroun. Hein. On a ça partout, dans tous les théâtres d'opération. Demandez aux vétérans américains qui sont au Vietnam, ils vont vous le dire. Demandez aux vétérans français qui ont été au Cambodge, ils vont vous le dire. Demandez même aux vétérans français qui ont fait la guerre d'indépendance au Cameroun. Quand ils brûlaient des villages entiers avec le napalm, vous avez entendu un jour qu'il y a eu un procès de ces armées? Donc ce que je veux dire, c'est que des écarts de comportement, on peut en avoir. Il faut les condamner, mais alors sans réserve. Et je crois que ça a été fait par nos autorités. Mais on ne peut pas partir d'exception pour établir une règle. On ne peut pas partir de 2 ou 3 bonhommes qui ont des comportements qui sont coupables pour jeter le discrédit, jeter l'anathème sur toute une armée. Là, je dis qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Est-ce que, M. Morgan, est-ce que le traitement médiatique dont est victime aujourd'hui l'armée, cette armée qui, pour moi, est caractérisée par ces soldats, ces jeunes soldats, n'est pas lié au désamour d'une partie de la population avec ceux qui dirigent cette armée, les hauts gradés? Parce qu'il faut le reconnaître quand même, aujourd'hui, l'armée camerounaise est un espace, on va dire, de haute mafia, des détournements, on va dire, des budgets alloués aux soldats, des avancements dans les grades de manière un tout petit peu aléatoire, au gré des réseaux. Est-ce que le traitement que les médias, le traitement qu'une partie de la population camerounaise a vis-à-vis de notre armée n'est-elle pas pour elle un moyen de pointer du doigt ceux qui dirigent cette armée? Non, alors moi je veux dire encore une fois de plus qu'il faut qu'on fasse la part des choses. Je l'ai dit quand je débutais mon propos, nous avons une gouvernance aujourd'hui qu'il faut qu'elle parte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le temps d'attendre 2025, 2025, on est sur les échéances trop longues, compte tenu des enjeux que nous devons relever. Hein. On a eu 38 ans, franchement, si ces gens n'ont pas pu faire de preuves en 38 ans, je ne suis pas certain que 4 ans de plus va changer quoi que ce soit. Donc, il faut qu'ils partent. Ça, c'est un fait. Maintenant, nous avons une armée qui est une autre institution, et qui est une institution qui traverse le temps, qui est engagée sur les théâtres d'opération. Les choses se passent bien et se passent mal. Notre devoir de citoyens camerounais, qui avons donné mandat à ces gens d'aller sur les théâtres d'opération, défendre notre intégrité, défendre notre sécurité, notre devoir en tant que citoyen camerounais, c'est de protéger et c'est de soutenir les nôtres. S'il y a des brebis galeuses, comme ça a été éprouvé par le passé, eh bien, ces brebis galeuses, elles sont extraites du rang. Mais on ne jette pas l'anathème sur toute une organisation par la faute de quelques personnes. C'est ce que je veux dire. Maintenant, sur la question des hauts garderies, ça pose la question de la gouvernance de notre armée. Tout à fait. Et effectivement, vous avez raison. Vous avez vu d'ailleurs que nous, on a mis en place des propositions de projet. C'est d'ailleurs vers quoi j'arrivais. J'allais vous poser la question de savoir, vous en tant qu'homme politique, vous en tant que fondateur du MP3, quelles sont les principales décisions que vous mettrez en place si demain vous avez vos affaires? Alors, pour vous, l'armée occupera quelle place dans vos politiques à venir? Non, elle sera toujours républicaine, mais on va consolider son statut. On va consolider son statut en rajoutant des ingrédients. Vous savez, on n'a pas attendu d'être aux affaires pour se dire qu'aujourd'hui, on a un traitement qui n'est pas très juste de nos forces de l'ordre. Je m'explique, de manière très simple. Aujourd'hui, un jeune, il rentre dans l'armée, 23 ans, il va dans un théâtre d'opération, il meurt. Que devient de sa famille? Les enfants, la femme qu'il a laissée sont abandonnés à eux-mêmes. Vous avez des gens qui sont des orphelins, pourtant leurs parents ont payé le prix fort. Regardez tous les pays qui se respectent. Vous avez toujours des journées du souvenir. La guerre a eu lieu en France en 1945, en 1919, mais chaque jour, je crois que c'est le 8 mai en France, tout à fait. Chaque jour, chaque 8 mai, chaque année, il y a une journée de souvenir. Celle où on va déposer une gerbe de fleurs à l'université. Voilà. Depuis, vous vous rendez compte? Et puis nous, on est là dans quoi? Eh bien, on est là dans l'amusement, comme on a choisi de s'amuser dans notre société. C'est ce qu'on aime, hein, chez nous. Dès que c'est un peu sérieux, chacun déserte. Et nous, on est là, on fait quoi? Eh bien, on se permet de critiquer des gens qui payent leur vie. Nous, on a dit, on va mettre en place un projet de loi qu'on appelait la TASPA, c'est la taxe de solidarité pour les armées, parce que nous considérions que pour ce qu'ils ont comme salaire, ils touchent quoi comme salaire, les gens de notre armée? Pas grand-chose, les soldats qui vont sur le terrain d'opération. Il faut quand même, quand l'homme paye le prix de sa vie, que sa famille ne reste pas abandonnée à elle-même. Que cette dernière puisse bénéficier pour la veuve, des enfants, d'un peu d'argent qui permettent de payer des bourses aux enfants, de venir en aide aux veuves, aux familles qui restent éprouvées.
Donc on veut mettre en place cet ASPA qui va être ordonnancé par décret présidentiel quand il y a un théâtre d'opération. Et donc ce sera financé par une TVA sociale qui nous permettra d'alimenter ce fonds. Et ce fonds servira donc à venir en aide aux familles des soldats, femmes, enfants qui restent éplorés, hein, dont les maris sont morts pour nous, qui sont morts pour la patrie. Donc ça, c'est entre autres l'un des dispositifs qui va être mis en place. Vous savez, je vais vous révéler un secret. Quand je parle comme ça aujourd'hui, les gens vont dire « Ah oui, c'est un dangereux démago, parce qu'il est dans la politique, maintenant il essaie de faire jojo. » Non. Si vous allez sur Internet, vous tapez, vous allez voir une page « Agir pour les forces armées du Cameroun » ou « Agir pour le BIR ». Je ne l'ai jamais dit. Je fais cette révélation aujourd'hui. C'est moi qui ai créé ces pages. Il y a combien? Il y a 5 ans en arrière. Quand le Cameroun, notre armée s'est retrouvée, et je n'ai jamais parlé de ça. Vous êtes la première personne à qui je fais cette révélation. Merci. Agir pour le BIR, agir pour les forces armées du Cameroun, les FAC. Vous allez taper sur Facebook et tout. Vous allez voir ces 2 pages que j'ai créées à l'époque. Donc on est dans une continuité de quelque chose qui est proche de nos convictions. Il ne faut pas juste parler pour faire plaisir et être aimé des gens, ça ne sert à rien. Donc ça, c'est des actions que nous posons et qui sont peut-être aussi influencées par notre vécu. Moi, mon grand-père a fait la Deuxième Guerre mondiale. Dieu merci, il en est revenu vivant, décoré de la même médaille commémorative, signée à la plume par le général de Gaulle lui-même, pour sa bravoure exceptionnelle, parce qu'il traversait, il allait dans les tranchées allemandes, récupérer des camarades qui étaient tombés et les ramener dans les tranchées françaises. Il a fait ça pendant plus de 5 ans, et après 5 ans, il a pu revenir au Cameroun en santé. Donc vous voyez que la question des soldats, nous savons ce que c'est. Et quand nous en parlons avec de vraies convictions. Mais on ne peut pas continuer. Espérer qu'on va avoir une armée performante, qu'on va avoir une armée qui inscrit son action dans l'efficacité, en faisant quoi? En donnant le traitement que nous donnons aujourd'hui. Malheureusement, et justement, quand on a créé Agir pour le BIR, quand je l'ai créé il y a 5 ou 6 ans, aujourd'hui, ou Agir pour les forces du Cameroun, les 2 pages, je l'ai créé pour répondre à la problématique que vous avez posée tout à l'heure. Parce que j'ai considéré que c'est à nous qui avons de l'expérience, qui avons fait le tour du monde, qui savons comment ça se passe. Dès qu'on tire une fois dans un pays et que l'armée de ce pays ou les forces de défense doivent se mettre en ordre de rang pour y répondre, tout de suite il y a une communication qu'on doit adapter. Donc effectivement à l'époque quand on le faisait, c'était dans cet esprit. C'était dans l'esprit de dire qu'il faut une information officielle qui va passer par ces pages. Et je l'ai fait sans concertation avec les autorités camerounaises. Je l'ai fait tout seul de Paris pour créer un engouement camerounais de soutien à nos forces de défense engagées sur le théâtre des opérations. Si je vous écoute, pour faire une synthèse un tout petit peu de ce que vous avez dit, pour vous, M. Morin-Palmer, l'armée camerounaise est une armée républicaine. L'armée camerounaise doit être soutenue par tous les Camerounais, quel que soit leur bord politique. L'information qui sort des champs de bataille et qui sont parfois relayées par certaines ONG, dont, il faut le préciser, on ne connaît pas souvent, c'est-à-dire que des intentions profondes, doivent être traitées avec beaucoup de parcimonie. Les ONG font leur travail. Mais est-ce que le travail qu'elles font, elles sont financées? Non. Un instant, elles font le travail, mais ce travail qu'elles font, elles le font au compte de qui? Pour qui roulent les ONG? C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire, que chacun prêche pour sa chapelle. Vous comprenez? Donc nous, à la limite, on s'en fout de ce que ces gens disent. C'est quels sont les mécanismes de défense en termes de communication que nous mettons en place. Vous n'allez pas empêcher les gens qui se sont créés, qui sont financés pour reprendre un certain type d'informations, de faire leur travail. Il faut bien justifier leur financement. Maintenant, il ne faut pas leur reprocher de faire ça. Ce qu'il faut faire, c'est de mettre en place des mécanismes pour nous défendre, en considérant qu'une guerre n'est pas juste les armes qui se tirent. C'est aussi la guerre, elle est d'abord cognitive. C'est la guerre des sens. Quelle est la perception que les gens ont des conflits? Et donc, c'est maintenant à nous de nous protéger. C'est un peu comme l'histoire du racisme, où je dis toujours aux gens, mais n'attendez pas des gens qui vous aiment, on s'en fout. Qu'on soit aimé, n'attendez pas que... Non, arrangez-vous, vous, pour que ce que les gens pensent de vous n'ait pas d'importance. Que vous puissiez avancer droit vers l'objectif. Donc moi, concernant la question des ONG, je ne vais pas entrer dans cette bataille. Oui, machin, ils ont fait... Non, on s'en fout. Considérons qu'ils font leur travail, ils sont financés pour faire ça. Maintenant, à nous de mettre en place ce qu'il faut pour apporter une réponse qui va équilibrer la terreur. Ok, M. Morin-Palmer, on a écouté votre position vis-à-vis de ce bashing supposé au réel dont est victime aujourd'hui l'armée camerounaise. L'actualité aussi, elle est au-delà de nos Non, frontières. c'est pas supposé au réel, parce que quand vous dites ça, oui,
je sens chez vous une espèce de modération qui est malheureusement pas très fidèle à la réalité. Aujourd'hui, notre armée est la cible d'attaque de Camerounais, il ne faut pas se le cacher. Allez sur Internet. Moi, les gens qui écrivent sur Facebook et compagnie, je leur pardonne. Je comprends qu'il y a toute une culture nouvelle, la culture démocratique avec la liberté d'expression, son corollaire, qui fait qu'il faut du temps, que les gens aient de l'expérience pour comprendre c'est même quoi la culture patriotique, c'est quoi être républicain et tout. Donc moi, j'ai de l'indulgence pour les gens qui écrivent. La preuve, je me fais insulter tous les jours par des gens à qui je pourrais enseigner, mais ça ne me dit rien, parce que c'est pas ça le plus important. Mais on ne doit pas être indulgent vis-à-vis des gens dont la mission est justement d'éduquer les masses. On ne peut pas être indulgent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, le coup de gueule que je voulais pousser, en fait, il est à l'attention des gouvernements camerounais. Mais qu'est-ce que vous foutez, là? Vous laissez, parce que c'est eux qui laissent prospérer ça. Je vous le dis, à partir du moment où il s'est déclaré que nous avions une armée engagée sur le théâtre des opérations, la première chose que la gouvernance camerounaise devait faire, c'est d'appeler tous les patrons de presse et leur dire, bon, écoutez, les gars, les amis, voilà, quand il y a une situation de crise, voilà comment on communique, voilà comment on communique. Pour tel type d'information, vous devez vous en référer d'abord à nous, parce qu'il faut une voix officielle. Regardez dans toutes les démocraties du monde, les domaines de la défense, les domaines des affaires étrangères et tout, ce sont des prérogatives qui sont réservées à l'exécutif suprême, au président de la République. Oui. On est d'accord? Alors, comment vous expliquer que ça se passe comme c'est en train de se passer au Cameroun? C'est-à-dire qu'à la limite, quand je regarde ça, j'hallucine. Je me dis, mais est-ce qu'il y a même des gens là-bas? C'est pour ça que ma pays a besoin aujourd'hui d'avoir des gens qui sont prêts à mouiller le maillot. Mon frère Palmer, pour revenir, pour faire une synthèse de vos propos relatifs à la question de l'armée camerounaise, vous êtes pour que les médias, les hommes politiques, de toute obédience, accordent à l'armée camerounaise la place qui doit être la sienne. Que cette armée républicaine, qui sacrifie ses éléments tous les jours, elle le sacrifie pour le bien de la collectivité totale que cet État camerounais. Il se pose quand même une question qu'on aimerait savoir. Est-ce que dans le processus de recrutement de ces éléments, il y a des enquêtes de moralité qui sont effectuées? Est-ce que l'armée camerounaise n'est pas la base arrière, on va dire, de toutes ces personnes qui, faute de mieux, sont allées vers ces métiers des armes? Oui, mais encore une fois, ce que vous posez comme question est aussi valable pour notre gouvernance. On va vous dire que pour nommer un ministre, pour nommer un directeur, il y a des enquêtes de moralité. Mais quand vous voyez un peu le taux de personnalités publiques hier incriminées aujourd'hui qui sont dans les prisons, vous pouvez poser aussi la question de savoir pourquoi on a autant de gens qui sont passés par le filtre des enquêtes de moralité qui se retrouvent à être en situation de préparicateur. Non, je pense que, et je le redis une fois de plus, c'est une erreur de partir des cas exceptionnels pour établir la règle. S'il y en a 3, 4 qui se comportent mal, on ne peut pas résumer 45 000 personnes sur le comportement de 3, 4. Vous comprenez un peu? Donc c'est important qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Je vous le dis bien, on a aujourd'hui au Cameroun, on est victime de la dictature de la pensée unique. Il y a des intégristes de la majorité, hein, aujourd'hui ils sont organisés. Hein. Comme quoi, si ces gens voulaient vraiment travailler pour que le Cameroun se développe, on serait loin. Parce qu'on voit qu'ils savent bien s'organiser pour infiltrer les réseaux sociaux d'insulteurs, des gens qui viennent... Et donc il y a des intégristes de la majorité. À côté, vous avez des intégristes de l'opposition. Donc vous devez toujours tenir un discours qui va dans leur sens. Quand vous ne tenez pas le discours qui va dans leur sens, eh bien vous êtes un traître, vous êtes taxé de vendu et tout ce que vous voulez. Non, nous on pense qu'aujourd'hui, ce dont notre pays a besoin, c'est pour ça qu'on s'appelle MP3, parce que notre 3 veut dire, c'est le symbole de la dialectique, la thèse, l'antithèse, la synthèse. Nous, notre conviction aujourd'hui, c'est que le Cameroun a besoin de renouer avec le discours de vérité. C'est lui qui nous affranchira. Parce que si maintenant, en politique, on commence pour plaire à des gens qui sont surchauffés, hein, qui se dopent aux oppositions, entre groupes et tout, pour leur plaire, on commence à tenir un certain discours. Demain, on arrive aux affaires. Hein? On a passé le temps à dire que oui, notre armée n'est pas républicaine, ou notre armée tue des gens. Quand on arrive aux affaires, on va attendre d'être sécurisé par qui? Par des gens qu'on critiquait hier? Ça va être compliqué. On est d'accord? Bien sûr, mais M. Morgan Palmer, oui. En filigrane de votre discours, est-ce que quelque part, vous n'êtes pas, au fond, favorable
à ce que l'armée vienne aux affaires? Alors, Parce qu'on l'a vu dans certains pays, on l'a vu, le Ghana d'aujourd'hui est passé par une gouvernance militaire. Le Rwanda, considéré aujourd'hui comme l'exemple à suivre par tous, est passé par ça. Est-ce qu'au fond, le Cameroun d'aujourd'hui n'a pas besoin à sa tête de militaire? En tout cas, encore une fois, je me suis engagé à vous dire que la vérité, pas de langue de bois aujourd'hui. Moi, je pense qu'on a atteint un niveau aujourd'hui d'ensauvagement de notre société, avec un peuple complètement traumatisé. Vous voyez, dès que vous tenez un discours qui est sensé, vous avez tendance à être mis à l'index tout de suite. Moi, ma conviction, c'est qu'il va falloir créer un traumatisme au contraire, parce qu'aujourd'hui, on est traumatisé, là, complètement abéti. Il faut peut-être créer un traumatisme au contraire pour amener un peu les idées à l'endroit. Et si ça passe par une parenthèse rectificatrice militarisée, pourquoi pas? Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir, on laisse quoi aux générations d'après? Bon, si ça va se passer comme nous gérons, nous les civils, là, depuis 40 ans, où on s'amuse avec la fortune publique, on privatise les profits, on mutualise les pertes, je crois qu'il va falloir à un moment donné qu'il y ait une force qui soit capable de taper du poing sur la table. Sinon, on ne peut pas le faire, nous, en tant qu'homme politique. C'est pour ça que je trouve ça très déplorable que des situations comme celle-ci, qui amènent, qui viennent nous donner... Qui interrogent. Oui, qui interrogent, qui nous donnent l'opportunité de dire que, bon, voilà, on a des hommes politiques au Cameroun d'une certaine stature, qu'on se retrouve à suivre de manière moutonnière des gens qui devraient normalement nous suivre. Parce que tous ces gens-là, tous les Camerounais, c'est des gens qui sont de bonne foi. Ils aspirent à quoi? Ils aspirent au changement. Maintenant, ils suivent des leaders. Mais si ces leaders doivent se tenir, se retrouver à leur dire ce qu'eux, ils veulent entendre et non la vérité, eh bien, on est en train de creuser quoi? On est en train de creuser le sillon d'un Cameroun qui va à l'échec. On n'ira nulle part avec cette façon de fonctionner. Donc, pour revenir à votre question, je pense que si c'est le seul moyen qui se trouve de pouvoir sortir notre pays de l'ornière, eh bien, moi, je suis pour toutes les solutions, même extrêmes. Hein. Si c'est par les militaires qu'on peut y arriver, ils prennent le temps de mettre un peu d'ordre, et puis on repart sur des schémas démocratiques, pourquoi pas? Mais en effet, on peut penser que c'est peut-être, on va dire, l'une des alternatives ou l'une des voies de sortie, mais certains aussi reprochent parfois à l'armée camerounaise d'être une armée aux ordres. Une armée non pas aux ordres de la République, mais une armée aux ordres, c'est-à-dire d'un dirigeant, d'une équipe dirigeante qui est là et au fond joue son propre jeu et non pas le jeu de la République. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette vision que partagent beaucoup de Camerounais? Ça, c'est vrai. On peut faire ce reproche à notre armée. C'est un reproche qui a peut-être tout son sens. Parce que dans d'autres pays, on a vu d'autres nations. Peut-être qu'ils auraient déjà tiré les conclusions de se dire, mais non, il y a trop de désordre. Et les gens qui sont censés mettre de l'ordre ont failli, n'ont plus les capacités de le faire. Donc là, on va assumer notre responsabilité. Bon, maintenant, il faut que ça se fasse de concert quand même avec les aspirations populaires. Moi, ce que je vois aujourd'hui, moi, je ne vois pas un peuple camerounais mobilisé pour le changement. Je vois des gens qui disent, bon, il faut qu'on change, il faut que le pays change, mais eux-mêmes ne font aucun effort de changer eux-mêmes. Vous comprenez un peu? Tous les Camerounais veulent que le Cameroun change, mais aucun Camerounais ne veut changer lui-même. Or, c'est quand même une équation compliquée. Moi, oui, c'est très complexe. Donc, je pense que peut-être que ces décisionnaires, au niveau de notre hiérarchie militaire, du lobby militariste camerounais, peut-être qu'ils ne sentent pas aussi cette lame de fond dans la société camerounaise, cette aspiration collective qui veut qu'on aille vers un changement de système radical. Et donc, comme tout le monde est laxiste, eh bien, eux aussi ils le sont. Pour revenir un tout petit peu à l'actualité au-delà de nos frontières, il y a quelques heures, nous avons reçu le communiqué venant de Côte d'Ivoire de la non-candidature de M. Alassane Ouattara aux prochaines élections présidentielles. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je vais faire une confidence. Vous savez qu'au départ, Alassane Ouattara n'était pas du tout partant pour devenir président. On lui a forcé la main. Ça, c'est une information en off qui n'avait pas vocation, notamment. Sans rien révéler de ce que vous connaissez, vous avez été à une époque très très proche, peut-être que du pouvoir ivoirien qui se trouve aujourd'hui à Bruxelles et à La Haye, pour les raisons qu'on connaît. Et d'ailleurs,
Vous revenez d'ailleurs d'un voyage que vous avez fait de ce côté-là. Tout à fait, je suis rentré cette nuit. Alors, ce que je voulais dire, c'est que il faut revenir à la genèse pour que les gens comprennent très bien. Oui. À la base, on a forcé la mère Alassane Ouattara pour qu'il ne voulait pas faire de la politique. Il était au FMI, il était bien là-bas, il s'est toujours senti à l'aise dans les chiffres. D'ailleurs, on a vu que par la suite, quand il a fallu qu'il agisse en homme politique, il a eu beaucoup de lacunes dans ce domaine. Par contre, le technocrate, c'est parfait, rien à redire. En 10 ans, il a réalisé ce que Ofuesel avait réalisé en Côte d'Ivoire 40 ans auparavant. Mais le politique, ça laisse à désirer. On a vu la gestion de certaines affaires courantes. Mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que si on interroge le passé, on peut comprendre aisément qu'il se retire aujourd'hui. Alassane Ouattara qui disent, bon voilà, moi je suis resté 2 mandats, ça suffit, il faut que je parte. Parce qu'à la base, c'est pas quelqu'un qui avait fait de la présidence une quête personnelle, une obsession. Il a été forcé par des lobbies. Non, il faut que tu sois président, parce qu'avec toi, président, économiste, ça nous permettra de pouvoir implémenter des choses qui seront bénéfiques pour l'Afrique, donc ton pays, la Côte d'Ivoire, et pour nos intérêts à nous. Donc il s'est retrouvé à gouverner la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il pense qu'il faut qu'il tire son chapeau parce que c'est ce que les tests du pays prévoient. Moi, je dis un grand bravo à Alassane Ouattara et je pense que c'est pas innocent tout ça. C'est pas innocent. Il y a un message subliminal qui est passé aux autres dirigeants. Lequel? Notamment, mais je pense par exemple au président Biya. Je pense au président Biya parce que, vous savez, moi, ce qui me gêne n'est pas tant la longévité. C'est-à-dire que le président Biya aurait pu être président du Cameroun pendant 100 ans. Si on a un bilan, d'accord, si on se dit, ah putain, il est là depuis 100 ans, voyez ce qu'il a fait, il nous a construit des autoroutes, il nous a construit des rocades dans toutes les villes, allez, on va prier en demandant à Dieu, il ne sera pas le premier. Le Premier ministre de Malaisie, qui aujourd'hui, depuis plus de 30 ans, il est dans les affaires publiques, quand il est parti, il a une parenthèse où il est parti, le peuple a revendiqué son retour, il est revenu, il est là. Donc le problème n'est pas sur la longévité, le problème c'est qu'est-ce qu'ils ont fait du pouvoir pendant tout ce temps. Alors on arrive à la réponse, rien. Alors des gens qui n'ont rien fait, on ne peut pas continuer à les maintenir aux affaires, tout simplement pour faire jojo. Est-ce que le maintien de la paix n'est pas déjà en soi quelque chose de fait? Oui. Non, pour ça, je serai le dernier à lancer la pierre. Parce qu'on a entendu, moi j'ai entendu des députés européens, je veux dire, au sein de la Commission européenne, défendre le bilan du régime actuel en disant que c'est quelque chose d'exceptionnel. Le Cameroun est un des pays de la zone d'Afrique centrale, subsaharienne, qui pendant longtemps a vécu, on va dire, en toute harmonie. Oui. Et ça fait partie du bilan aujourd'hui qu'on attribue au chef d'État actuel, à savoir, il a préservé la paix. Est-ce que la paix est négociable? Est-ce que la paix a un prix? Alors là, je veux qu'on s'entende. Moi, je ne suis pas pour la critique systématique. Hein. C'est-à-dire que si c'est le gouvernement, ils n'ont jamais rien fait, c'est pas ce que je dis. Alors, le principal acquis, justement, c'était la paix. C'est dire que, bon, voilà, des gens qui ont su maintenir le Cameroun en paix, même s'il n'y a rien d'autre à leur actif, allez, ça seulement permet de fermer les yeux sur le reste. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus l'assurer. Donc, le seul acquis qu'ils avaient, ils ne peuvent plus l'assurer aujourd'hui. Il faut tirer des conclusions. Et partir, c'est aussi simple que ça. Mais je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a rien qu'on peut mettre au crédit du président. Il a permis que les gens jacassent partout au Cameroun, hein, en guise de débat démocratique, en guise de liberté d'expression. À mon avis, ça ne nous a pas apporté beaucoup de choses, mais ça fait du bien à des milliers de Camerounais qui sont oisifs. Et si en plus, avec la parole coupée, ils ne pouvaient pas s'exprimer, je crois qu'on serait quand même dans quelque chose d'assez traumatisant pour l'ensemble. Donc, je suis d'accord avec vous que ce côté, on peut le mettre au crédit de la gouvernance actuelle, mais il ne faut pas que... Qu'est-ce que ça vaut un pays auquel il n'y a pas de problème, mais on a 65% de gens qui sont assis à la maison, qui ne travaillent pas, on a une jeunesse qui n'a aucune projection sur son avenir, on a des femmes à qui on fait des enfants, on les abandonne toutes seules, parce qu'on n'a pas su mettre en place une sécurité sociale. J'ai entendu quelqu'un me sortir une fois, oui, vous rêvez, les sécurités sociales, c'est dans des pays qui sont évolués, ils ont pris le temps de se construire, mais c'est pipeau. C'est pipeau. Pourquoi vous ne dites pas la même chose quand vous le voyez mettre des costumes à 7 000 €? À dire ça, c'est réservé pour des gens qui sont construits pendant 500 ans, ils ont créé des richesses, aujourd'hui ils peuvent se permettre d'en jouir. Pourquoi vous ne dites pas la même chose? Il faudrait avoir l'épaisseur et le bagage nécessaire pour comprendre un tout petit peu ces réalités. Est-ce que le Camerounais lambda, le Camerounais qui fait partie de ces 65%, on va dire, des populations inactives, est-ce qu'il a suffisamment des éléments qui peuvent lui permettre d'avoir une analyse comme la vôtre, de comprendre un tout petit peu
que les politiques que vous pensez mettre en place à travers votre mouvement, le MP3, sont des politiques qui peuvent réellement être implémentées. Beaucoup se posent la question de savoir où est-ce que le MP3 prendra les budgets pour. Ben, les budgets pour, c'est déjà d'éduquer les citoyens, à savoir que la citoyenneté vous donne des droits, mais elle vous donne également des devoirs. C'est-à-dire que si nous voulons aujourd'hui que toutes nos villes soient éclairées au Cameroun, il faut considérer que ça a un coût. Et ce coût, ce n'est pas les Vietnamiens, ce n'est pas les Taïwanais qui vont venir payer la facture énergétique du Cameroun. C'est aux Camerounais qui en profitent au quotidien de le faire. Et qu'on peut le faire, c'est une question d'organisation. Si on dit dans chaque kilo de riz que vous achetez désormais, on va mettre 10 francs pour chaque Camerounais, parce que ces 10 francs vont permettre d'assurer l'éclairage public, on a l'éclairage public. Vrai ou faux? Bien sûr. Si on dit que la condition pour tout développement, c'est qu'on ait la sécurité. C'est quoi la sécurité sociale? Parce qu'on en parle souvent, les gens pensent que c'est des idées sorties comme ça, de manière hasardeuse. La sécurité sociale, c'est la protection de l'individu. Si on a un individu qui, quand il est malade, ne peut pas se soigner, comment on va attendre de cet individu qu'il puisse répondre aux opportunités d'emploi qui s'offrent à lui, s'il y a des opportunités d'emploi, puisqu'il n'est pas en santé? Donc l'idée pour nous, c'est on démocratise l'accès aux soins, on démocratise l'accès aux besoins primaires. Donc quand chacun peut se nourrir, chacun peut se vêtir, chacun peut répondre à ses problèmes sanitaires, en ce moment, on a un individu qui est prêt à être utile pour la société. Donc c'est un préalable pour tout développement. Si vous ne faites pas ça, ça donne quoi? Ça donne que bon, ce type qui ne peut pas payer ses soins de santé et qui est malade, il faut quand même qu'il se soigne. Il va faire quoi? Il va venir voir Monsieur Moda en disant, bon, je suis malade. Monsieur Moda, qui a un salaire qui lui permet de gérer ses problèmes personnels à lui, va se dire, mais comment je fais pour l'aider? Mais comment je fais pour l'aider? Bon, j'ai la chance d'être là dans le ministère, je vois l'argent passer tous les jours, je vais prendre de cet argent. Quand Monsieur Moda va le faire, il a pris de l'argent parce qu'il veut régler les problèmes sociaux, on va dire, oh, c'est un prévaricateur, il a été pris en délicatesse de gestion, on va le prendre, on va le foutre en prison pour corruption, et on va s'attendre à quoi? Si on n'a pas réglé le problème de base, qui est de donner à chaque individu, les sociétés évoluées qui ne le font pas par hasard, parce qu'elles ont trop l'amour pour les autres, mais elles comprennent que c'est la condition sine qua non si on veut aller de l'avant. Si on veut aller de l'avant, on est obligé de régler les problèmes de base. La base, c'est quoi? Un individu est malade. Quand il est malade, il faut qu'il se soigne. Qu'il ait de l'argent ou pas. C'est important pour la société. Parce que s'il est malade et qu'il ne peut pas se soigner, eh bien, il sera assis, les usines ne tourneront pas. Il ne pourra pas répondre aux opportunités d'emploi qui s'offrent à lui. Il faut qu'il puisse manger. S'il ne peut pas manger, il devient un mec à la portée de Boko Haram. Quand Boko Haram vient lui dire, bon, si tu veux que ta famille mange aujourd'hui, tiens, va t'exploser devant des gens, on paye le prix humain. Ça réduit notre démocratie, on ne peut rien construire. Donc quand on dit ça, c'est que nous on a une vision bien précise de ce qu'il faut faire pour développer un pays. Je comprends que les Camerounais traumatisés par la médiocrité ambiante des 40 dernières années, aujourd'hui quand on leur tient un discours comme ça, ils se disent, ah, le gars là, il doit faire la sorcellerie. Hein. Est-ce que, oui, monsieur Morgan, oui. Est-ce que de manière globale, oui. Est-ce que l'homme camerounais ne pense pas plus à la succession? L'homme camerounais ne pense pas plus au changement du régime? L'homme camerounais actuellement ne pense pas plus à celui qui doit être là et non pas plus à ce qui doit être mis en place? Est-ce que la question de la succession, la question de l'alternance ne prend pas le pas sur les problématiques liées à comment faire pour que demain le Cameroun vive mieux? Est-ce que la succession, la transition, l'alternance apportera une solution aux problématiques des Camerounais? Mais c'est là, si, c'est le problème. Il faut que les gens soient déjà préparés à ça. Si nous ne travaillons, il y a des gens qui me demandent souvent, oui, vous avez des milliers de partis et tout, ça sert à quoi? Pourquoi vous ne faites pas un seul parti? Mais il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Pourquoi on adhère à une formation politique? Parce qu'on a des idées, on croit aux idées de cette formation politique. Mais pourquoi voulez-vous que des gens qui n'ont rien à voir les uns dans les autres, avec des approches de vie différentes, peut-être certains, ils sont dans la politique, bon, juste pour s'enrichir, parce qu'ils n'avaient pas d'autres débouchés dans leur vie, donc ils se disent, bon voilà, j'ai la possibilité de gagner un peu d'argent, je vais entrer dans la politique. Nous, on est dans la politique par conviction. Il faut savoir que depuis que je fais la politique, ça me coûte de l'argent, parce qu'il y a des contrats que j'avais à faire du consulting pour les États que je ne peux plus avoir aujourd'hui. Des gens qui me donnaient des contrats, qui aujourd'hui, le fait qu'ils me donnent ces contrats, la gouvernance de Yaoundé va considérer qu'ils sont contre eux, et donc ça crée des problèmes. Donc moi, je perds de l'argent en m'engageant dans ce qu'on est en train de faire. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc je veux qu'on s'entende très bien.
Si les Camerounais n'ont pas conscience qu'il faut travailler sur le contenu du Cameroun d'après, parce que pour moi, c'est ça le challenge, et bien, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va mettre un calife à la place du calife. Avec la chance que les mêmes choses continuent et que dans 2 ans, on commence encore à crier que non, la personne n'est pas bien. Et on se retrouve à repartir sur... Non, c'est pas... C'est pour ça que je dis souvent que ne faisons pas le procès des individus, faisons le procès du système. Il y a un système qui a été mis en place ces 40 années par la majorité actuelle. Ce système a créé beaucoup de torts à notre pays. Et la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est de militer activement aujourd'hui pour le faire, pour faire partir ces gens qui ont donné ce qu'ils pouvaient. Encore une fois de plus, je suis le dernier à demander qu'ils soient fusillés, parce que ça ne sert à rien. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'exacerber les haines, les antagonismes. Aujourd'hui, on a besoin d'aller de l'avant, de préparer notre résilience collective. Et on ne va pas y arriver en développant des haines, de la rancune et compagnie. Mais il faut qu'on soit capable, ensemble, Camerounais, de dire, bon, voilà, ces gens, ils ne peuvent plus, on les dégage, maintenant, on va se mettre en place. Mais il faut qu'on s'accorde sur l'intitulé. On veut faire quelle gouvernance? Si c'est juste changer les gens pour changer, pour dire qu'il y a un nouveau président, ça fait beau, avec le même système qui est maintenu. Moi, je peux vous le dire, on va vite déchanter. On l'a vu dans d'autres pays. Hein. Regardez le Zaïre aujourd'hui. Mobutu était là, il se battait comme il pouvait. Et du jour au lendemain, on a dit non, non, il faut qu'il parte. Il est parti en 1997, il y a 23 ans. Est-ce que le Zaïre est stabilisé? Pas du tout. Au contraire, on allait de mal en pis. On allait d'une situation où les Zaïrois mangeaient tous, quand Mobutu était là, à plus de repas pour tout le monde. Un repas aujourd'hui pour le père. Et c'est aussi lié à la conjoncture actuelle. C'est-à-dire que le Zaïre, richissime d'il y a, on va dire, 40 ans, c'est pas le Zaïre d'aujourd'hui. Oui, mais ils ont travaillé. La population, je vais dire... Ils ont travaillé, au contraire. Au-delà de ça, au-delà de ça. Et ils n'avaient pas d'acquis. Hein. Quand les Mobutu prenaient le pouvoir à l'époque, dans les années 60, les États n'existaient pas. C'est comme les Aïdjo, quand ils ont pris le Cameroun à l'époque, le Cameroun, il n'y avait rien. Ils ont travaillé, ça a généré des ressources, et ensuite ces ressources se sont partagées. Donc les gouvernants qui arrivent dans la suite, ils héritent d'acquis. Ils arrivent dans un pays où il y a déjà des routes. Maintenant, il faut juste savoir créer des dynamiques, des synergies pour faire travailler les gens, parce que ce que ces gens vont produire va être évacué par les routes. S'ils n'ont pas su le faire. Monsieur Mogapaneur, on va pas tirer dans l'arche sur cette informatique. J'aimerais vous poser une question. Vous, en tant qu'analyste politique, en tant qu'aujourd'hui homme politique, en tant qu'homme des médias, il y a quand même une question réelle. Est-ce que la démocratie, telle qu'on la pense aujourd'hui dans nos sociétés, est adaptée à nos réalités? Moi, je pense que le problème de l'Afrique aujourd'hui, au niveau de la gouvernance, ce n'est pas un problème de démocratie, c'est un problème de gouvernance. Et la gouvernance serait due pour vous à quoi? La bonne gouvernance, je veux dire que, je vous l'ai dit tout à l'heure, et peut-être que vous n'aviez pas été attentif au moment où je vous le disais, que moi, je m'en fous que Biya soit au pouvoir depuis 40 ans. Je l'ai entendu. Oui, alors c'est ça, c'est de ça que je parle. La gouvernance, c'est vous êtes au pouvoir, vous avez une responsabilité collective, que vous confère un mandat du peuple, qu'est-ce que vous en faites? Mais pourquoi donc nos peuples, nos populations, nos hommes politiques, nos intellectuels se réfèrent toujours à ce jeu, on va dire, démocratique, les élections par ici, les élections par là, le respect des mandats par ici, le respect des mandats par là? Est-ce que ça ne pose pas une réelle question? Aujourd'hui, par exemple, M. Ouattara, il ne fait que respecter et rappeler la Constitution, qui, dans l'État, lui dit, vous ne pouvez pas aller pour un 3e mandat. Il dit qu'il se présente aux élections à venir, et ça devient comme une révélation. Mais il n'a fait que respecter la Constitution. Oui, il n'a fait que respecter. Parce que pourquoi c'est comme une révélation? Parce que nous sommes dans un continent où le propre de l'Africain en 2020, c'est qu'il n'a pas de conviction. Donc quand il y en a un qui se révèle, être quelqu'un qui tient sa parole, c'est exceptionnel. On a envie d'applaudir, on en fait tout un pataquès. Mais je suis d'accord avec vous que si on est dans une société normale, organisée, c'est un épiphénomène. La Constitution dit 2 mandats, moi j'ai fait 2 mandats, je m'en vais. Mais combien respectent la parole dans l'Afrique où nous sommes aujourd'hui? Nous savons, et c'est d'ailleurs l'un des points d'achoppement qui crée tous les problèmes, toutes les pertes en vies humaines que nous avons dans notre Afrique sont liées au fait que les gens ne pensent pas ce qu'ils disent et ne font pas ce qu'ils disent. Donc il n'y a pas cette adéquation entre la pensée, la parole et l'action. Donc la politique n'est qu'un jeu de dupes. Ce qu'on voit en Afrique, c'est ça. En tout cas, la politique en Afrique est tout sauf noble. C'est pour ça que vous voyez, des gens comme nous qui venons, qui commençons à parler d'idées, on est vus comme des ovnis. On est combattus même par ceux qui ont été formatés là sur notre paradigme. Donc ils se disent, mais lui, qu'est-ce qu'il nous raconte?
Est-ce que c'est quoi qu'il veut venir nous dire? Nous, on a été habitués à prendre notre sardine et notre pain. Lui vient nous parler des idées, qu'est-ce que ça nous apporte, et tout et tout. Donc, il faut faire un travail de fond, et ce travail de fond va aller au-delà de la pédagogie. C'est pour ça que je dis qu'il faut peut-être, vous avez donné une idée lumineuse, envisager une parenthèse rectificatrice, hein, avec un tour de vis autoritariste qui va faire que, bon, on va remettre les idées à l'endroit. Parce qu'aujourd'hui, les idées sont à l'envers. Et je ne vois pas du tout la capacité de changer le Camerounais, d'inventer le Camerounais nouveau en lui offrant des fleurs. C'est un peu ce qui se passe au nord sud-est aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez des militaires de notre armée qui reçoivent des balles et on leur demande, mais non, ne répondez pas aux balles, quand pendant qu'on vous tire dessus, cherchez les plus belles fleurs, allez offrir à ceux qui vous tirent dessus. Non, je pense qu'il va falloir que, pour être plus sérieux, qu'on soit sur une approche qui va allier en même temps la psychologie, la psychanalyse, parce que quand vous regardez parfois l'Afrique, vous dites, mais putain, on dirait un vague stésie psychiatrique, où tout le monde a un problème, et ce problème est lié malheureusement à la gouvernance. C'est pour ça que je dis que pour moi, la priorité aujourd'hui, c'est pas tel vient au pouvoir, tel, après il s'en va, tel autre vient, non, on s'en fout, parce que s'il vient ne rien faire, ça n'apporte rien à l'Afrique. La priorité aujourd'hui, c'est tel vient au pouvoir, il va faire quoi? Il va travailler. Donc s'il travaille, même s'il fait 100 ans là, on s'en fout. L'important, c'est que son action soit utile pour la collectivité. Parlant d'ailleurs de pouvoir, parlant d'ailleurs de la venue, on va dire, de la zone politique, on constate de plus en plus aujourd'hui, notamment autour de nous, en Afrique subsaharienne, la montée en puissance, on va dire, d'un partenaire de plus en plus stratégique. J'ai cité ici la Russie. On vous a vu également, M. Morgan Palmer, il y a quoi? Il y a cela une semaine, assister à un événement qui a été très prisé sur Paris, le défilé de Ramza Kadyrov, la fille Acha Kadyrov, la fille au président Tchétchène Kadyrov, dont on sait très proche de Poutine. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre quête, dans votre volonté, on va dire, d'arriver à la gouvernance suprême au Cameroun, est-ce que vous êtes déjà en train de tisser des liens avec ces hommes-là? Parce que la Centrafrique aujourd'hui, on voit très bien qu'elle est presque pratiquement pro-russe. Et hier, certainement au Cameroun, il y a eu l'ambassadeur russe qui est venu faire une déclaration qui, quand on regarde les médias, a comblé de joie la plupart des internautes pro-gouvernementaux. Vous, aujourd'hui, pensez-vous que l'avenir de l'Afrique passe par les coalitions, passe par une coalition avec la Russie? Moi, je pense surtout que l'avenir de l'Afrique passe par les Africains. C'est-à-dire que, vous savez, dans le jeu en relations internationales, dans les rapports entre États, les amitiés, les coopérations entre États, c'est d'abord que des intérêts. Donc si vous ne vous battez pas à construire un modèle qui fait de vous des gens respectés, eh bien, vous risquez de passer toute votre vie à être un peu comme cette feuille qui est prise dans le tourbillon du vent. Le vent s'ouvre de ce côté. En toute honnêteté, Monsieur Moda, c'est qu'il faut faire émerger une conscience collective puissante aujourd'hui en Afrique. Nous avons besoin d'avoir des Africains nouveaux. Bien entendu, le modèle que nous sommes en train de mettre en place, si on a décidé de calquer le modèle occidental, on ne pourra pas le développer seul. On aura besoin d'avoir des partenaires. Parce qu'il faudra des flux pour pouvoir financer tout ça. Il va falloir de l'ingénierie, une expertise de haut niveau que nous n'avons pas. On sera obligé de s'appuyer sur des partenaires. Mais je veux dire que le levier principal de notre résilience ne doit pas être ces partenariats. Le levier principal de notre résilience doit être nous-mêmes. Comment chacun se réforme individuellement pour que collectivement on puisse ça. Sur lequel, parce que j'ai pris un exemple tout à l'heure. Les gens croient que c'est la magie. Quand ils viennent à Paris, ils passent dans toutes les rues sont illuminées. Mais non! C'est que les Français se sont dit, ben non, c'est difficile, ça va être pénible de vivre dans des villes qui ne sont pas éclairées. Il nous faut de l'éclairage. Est-ce qu'elle a un coût? Oui. Combien ça coûte? Ça coûte tant. On est combien dans la ville? On est 100 000. Il faut une contribution de combien par citoyen pour qu'on puisse résorber notre facture mensuellement? Il faut tant de contributions. Chaque citoyen paye, on a l'éclairage public. Vous voyez? C'est plus, aujourd'hui, le problème de l'Afrique, aujourd'hui, au niveau du mental. Il faut que les gens travaillent en Afrique et considèrent qu'ils sont l'un des éléments de la solution. Donc, s'ils boycottent, s'ils sabotent la solution par un mauvais comportement, eh bien, il n'y aura rien de manière globale. Donc, moi,
faire court sur la question que vous avez posée. Est-ce qu'il faille plutôt aujourd'hui s'appuyer sur de nouveaux partenariats internationaux pour rompre avec les partenariats traditionnels? Moi, je pense que ni les partenariats traditionnels, ni les nouveaux partenariats, c'est ça la solution. Je pense que la solution, c'est nous. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce qu'on veut être meilleur? Est-ce qu'on veut sortir de la médiocrité? Si on peut répondre au oui, de manière sincère à cette question, je vous promets, le Cameroun, en 5 ans, peut devenir comme Taïwan. Est-ce que le Cameroun a les moyens, on va dire, d'un développement autarcique? Non, je ne dis pas de se développer de manière en autarcie. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Je redis que l'appui des partenaires ne doit pas être le principal levier de notre développement. Parce que penser les choses comme ça, regardez, nous avons bénéficié de l'aide au développement depuis des années. Des dons de la Chine, des dons de la France, des dons de... Qu'est-ce que nous en avons fait? Puisqu'on avait une mauvaise mentalité, ce qui s'est passé, c'est que quand ces dons sont arrivés, certains ont décidé de les privatiser pour eux. Ils ont acheté 40 voitures, en oubliant la plupart du temps qu'il n'y a même pas de route sur lesquelles ces voitures vont rouler. Pourquoi? Mentalité. Vous voyez ici des ministres camerounais venir solliciter la solidarité des petites associations de retraités français qui chacun sort 50 € tous les mois pour financer l'association, pour qu'on ait construit des puits dans leur village. Le type qui vient prendre l'argent des pauvres retraités français pour qu'on construise un puits dans son village, il a 40 voitures de 100 000 € chacune dans son parking. Vous comprenez que la misère, la pauvreté, elle est au niveau de la tête. C'est mental. Donc il faut changer nos paradigmes de réflexion, l'approche que nous avons sur la vie et de se poser des questions essentielles. À quoi ça sert que j'ai 1 milliard? Si on voit ma famille continuer à crouler sur le poids de la pauvreté, si on voit mes concitoyens, regardez, moi je viens parfois dans des restaurants ici à Paris avec certains gouvernements africains, et j'ai honte tout le temps. Parce que tu as beau être assis avec un président ou un ministre dans un restaurant, vous voyez le petit serveur français ou je sais pas moi de quel autre pays, pour peu qu'il ait la peau différente, il traite tout ce monde avec condescendance. Pourquoi? Parce qu'il a beau être devant le président d'un pays, la représentation qui se fait de ce président, c'est la représentation qui se fait des images qui sont envoyées du pays. Il voit un type, ah, mais il a la même couleur de peau que les mecs que je vois à Aubervilliers. Donc quel intérêt pourquoi lui donner de la considération? Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que collectivement, nous devons décider d'autre chose. Si on décide d'autre chose, d'être bon collectivement, on va arriver à avoir des résultats. Mais le levier principal, je le redis, ce n'est pas les accords qu'on va avoir avec les autres. Parce que la Russie, si elle vient au Cameroun, elle ne viendra pas au Cameroun parce qu'elle aime plus les Camerounais que les Russes. Le travail du pouvoir russe, c'est d'œuvrer à la consolidation de leur État, c'est d'œuvrer à asseoir l'épanouissement des citoyens russes d'abord. Maintenant, s'il y a des choses, des miettes qui peuvent tomber, bon, on voit comment on peut donner ça aux gens, mais encore une fois, en fonction des intérêts. Morgan Palmer, on a abordé la question du regard que portent les médias sur l'armée camerounaise. On a effleuré la problématique liée à la non-candidature de Ouattara aux prochaines échéances présidentielles en Côte d'Ivoire. Nous approchons vers la fin de cet entretien décidé comme ça rapidement. Est-ce que vous avez quelque chose à dire au Cameroun? Oui. En plus de ce que vous avez l'habitude de dire. Oui, ce que je veux dire, c'est que observez bien. Hein. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrête. Moi, j'ai décidé de faire la politique autrement. C'est-à-dire que je m'en fous d'être aimé par 10 000 personnes ou d'être aimé par 5 personnes. Je veux être dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'à la fin, c'est cette vérité qui triomphera. Les gens qui vont venir aujourd'hui tenir des discours qui savent très bien que c'est des discours irréalisables, ils seront rattrapés, tôt ou tard, par leur forfaiture, par leurs mensonges. Donc moi, je pense que le chemin qu'il faut aujourd'hui pour le Cameroun, c'est le chemin du rassemblement, c'est le chemin de la réconciliation pour reconstruire le Cameroun. Et quand on a dit ça, on ne peut pas être dans des logiques exclusives. Commencer à dire, ah, lui, c'est un gars qui est avec Kamto, donc je ne peux pas faire avec lui. Ah, lui, c'est un gars de Biya, je ne peux pas faire avec lui. Non, on est obligé de composer avec tout le monde. Et que, ne serait-ce que le temps de construire ce nouveau pacte fondateur, qu'on taise un peu nos petites divergences d'opinions idéologiques, parce que de toute façon, ça n'a rien apporté au Cameroun depuis qu'on le fait. Vous voyez aujourd'hui le débat politique au Cameroun, mais il est complètement stérile. Qui évoque les questions d'économie, les questions pratiques,
Là, on a des jeunes qui sont là à la porte de la chapelle, qui sont partis du Cameroun, ne savaient pas ce que c'était que la drogue. Aujourd'hui, ils sont comme des zombies. On vous fera des vidéos bientôt, vous verrez de vos propres yeux. Qui en parle? Aujourd'hui, on a, oui. Je rebondis dessus. C'est d'ailleurs l'occasion de dire que avec le MP3, dorénavant sur Médiatique, tous les jeudis, on abordera, bien évidemment avec votre équipe, parce que dorénavant, il n'y a pas que vous qui passerez, il y a toute votre équipe, on abordera toutes les thématiques et toutes les problématiques abordées, c'est-à-dire que par le MP3 et notamment dans son programme, son agenda. C'est ainsi que vous aborderez très prochainement les questions liées à la délinquance juvénile, les questions liées aux économies durables, les questions liées à l'enseignement, parce qu'il faut revenir dessus. C'est un des éléments essentiels dans votre politique. Donc, je tenais juste à dire que, dorénavant, tous les jeudis, vous aurez un entretien avec un dirigeant du MP3, qui pourra être M. Morgan Palmer, ou alors, je vais dire, un de ses généraux, parce qu'il y en a beaucoup plus les généraux. Beaucoup plus les généraux, parce que là, on va aborder les questions très techniques. Donc, c'est là où nous aurons, en fonction des thématiques abordées, des personnes qui ont vraiment l'expertise nécessaire pour passer ces problématiques-là. Et le débat sans revers, vous pouvez poser vos questions en lien à ces personnes-là et qui prendront le temps d'apporter des réponses et certainement de vous éclairer un tout petit peu sur les réalités. Parce qu'aujourd'hui, comme le dit si bien M. Morgan Palmer, au Cameroun, on a besoin que les gens parlent des réalités et non pas des discours inutilement. Et des solutions. Des questions politiques. Et des solutions. Des solutions. MP3, à travers vous, compte apporter des solutions, compte répondre aux problématiques réelles camerounaises. Il faut des solutions. Et non pas aller dans des débats d'idées. Et le débat doit être sur le plan de l'économie. Il faut se dire, on a à côté du Cameroun, le Nigeria. C'est 445 millions de dollars de PIB. Le PIB du Cameroun, c'est 45 milliards. Donc, c'est 10 fois, le Nigeria, c'est 10 fois le PIB du Cameroun. C'est un marché de 200 millions d'habitants. Comment transformer cette proximité en opportunité pour le Cameroun? Nous avons des gens qui sont des bosseurs, naturellement, chez nous. Alors, comment commencer à produire avec, pour cible finale, ce marché de 200 millions d'habitants? Voilà les questions qui doivent être pensées aujourd'hui. Comment le faire? Il faut qu'on ait un réseau routier qui nous permette de réduire la vitesse commerciale. Parce qu'il y a de la compétitivité. On n'est pas les seuls qui lorgnons sur ce marché. Donc il va falloir quoi? Qu'on mette des autoroutes qui nous mettent à 2-3 heures des frontières nigérianes. Donc ça fait quoi? On produit. Dès qu'on a produit, eh bien, on a un réseau de transport routier performant. On a le temps d'évacuer les marchandises. Ça crée des effets multiplicateurs. Ça nous crée de la richesse. Il faut qu'on réfléchisse en termes de se dire comment on arrive à ça. Si on n'a pas d'autonomie énergétique, ben, il faut qu'on ait de l'énergie. Le modèle sur lequel la colonisation nous a laissé, c'est un modèle qui est frappé d'obsolescence. L'énergie d'un pays ne doit pas dépendre d'une seule ressource. Tout a été fait sur l'hydraulique. Aujourd'hui, il faut inventer des solutions localisées. Dans aucun pays sérieux au monde, vous ne verrez toute l'énergie du pays dépendre d'un barrage. Non, il faut se dire, au nord, nous avons le soleil toute l'année, et bien on va mettre une solution solaire là-bas. Il faut se dire qu'à Kribi et dans tout notre littoral maritime, nous avons de la mer, et bien on va mettre une solution basée sur les courants marins, ou bien sur le vent marin, donc les éoliennes. Donc il y a un tas de solutions aujourd'hui qu'il faut penser, mais surtout se dire, en 2050, il y aura 3 milliards d'Africains, avec une population de 60% jeunes. Ça fait 1,8 milliard d'Africains en 2050. Aujourd'hui, on a un taux de chômage de 60-65%. Il n'y a aucune politique publique qui indique qu'on va résorber ce chômage. Donc, on aura 1,8 milliard de jeunes Africains qui seront au chômage sans rien faire. Réfléchissez à ça. Et je pense que vraiment, il faut qu'on sorte de la distraction, qu'on soit aujourd'hui sur des vrais schémas. Parce que si les politiques ne parlent pas de ces questions d'économie aujourd'hui, ne parlent pas en termes de solutions apportées, ils vont se retrouver au pouvoir sans pouvoir faire quoi que ce soit d'utile. Tout ce qui doit être fait au pouvoir doit être pensé aujourd'hui. Les alliances. Parce que ma conviction, c'est qu'on ne peut pas y arriver aujourd'hui, dans la configuration actuelle, sans des alliances. Il va falloir qu'un Palmer parle à Eric Kinguet, qu'un Eric Kinguet parle à Maurice Kamto, qu'un Maurice Kamto parle à Mamadou Mota ou un autre. Il faut ça.
pour construire le Cameroun d'après. Sinon, on est dans une spirale qui va se perpétuer. De toute façon, le président Biya, son équipe, ils partiront. C'est là le problème. Oui. On a l'impression qu'aujourd'hui, au Cameroun, les gens ne se rendent pas compte que le régime en place est tranquillement, c'est-à-dire à son épilogue. Et qu'il faudrait penser l'après, mais les gens sont en train de se battre pour faire partir un régime qui, en réalité, n'est plus là. Ouais. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on travaille sur le contenu. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on ne dort et on ne se réveille qu'autour de ça. C'est de se dire, bon, aujourd'hui, on nous annonce que vous avez la gouvernance, vous faites quoi? Par où vous commencez? Qui seront vos partenaires pour développer toutes les solutions que vous... Où est-ce que vous prenez de l'argent? Tout ça doit être pensé en amont, de telle sorte que, dans le feu de l'action, eh bien, qu'on déroule tout simplement la politique, que les choses se passent. Et je le dis une fois de plus, ça je parle au Cameroun, ça va être mon dernier mot, ce n'est pas parce que on a été habitué pendant 40 ans à ce que rien ne puisse se faire, que des choses qui sont basiques, qui sont normales ailleurs, paraissent exceptionnelles chez nous, qu'il faut penser que les solutions ne peuvent pas venir d'autres Camerounais. C'est quand même assez gonflé d'imaginer que dans un pays de 25 millions d'habitants, les seuls qui peuvent apporter quelque chose au Cameroun sont ceux qui sont en gouvernance depuis 40 ans. Moi, je pense qu'il faut changer cette façon de voir les choses. Et de toutes les façons, moi, j'appelle les Camerounais à la paix, l'amour, parce qu'on est un seul pays, on est un seul peuple. Et oublions les querelles, oublions les rancunes, ça ne nous apportera rien. La jeunesse du Cameroun doit s'unir aujourd'hui pour former une seule personne. Je vois les gens se regrouper, les patriotes, les écans, les machins, ça n'apportera rien au Cameroun de demain. Parce que quand vous dites aujourd'hui écan, ou vous dites Bamileke, qui est Bamileke qui ne l'est pas? Vous savez quelles sont les alliances qui se checkent dans les familles? Un tel a fait des enfants, donc vous allez vous retrouver à l'assassiner le père de votre neveu. Non, attention, on est en train de s'égarer et on est encouragé dans cet égarement par des gens qui, à ce moment-ci, devraient être en train de répondre de leur bilan. Donc, comme ils n'ont pas de speech, ils n'ont pas une communication crédible à faire sur leur bilan, eh bien, ils nous distraient. Ils font ce qu'on appelle la stratégie du leurre. Hein. On jette un caillou de ce côté, pendant que les gens se battent là-bas, eh bien, nous, on avance tranquillement de ce côté. Non, ressaisissons-nous, et je crois que les choses vont aller. Moi, je suis confiant. Alors, je vais dire tout mon amour aux Camerounais qui regardent aujourd'hui, même ceux qui m'insultent, je comprends que ce n'est pas de leur faute. Les pauvres, ils sont traumatisés par toutes ces années de malheur. Il faut qu'on prenne le temps de leur habituer à autre chose. Rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul à être insulté. En tout cas, c'était un plaisir de rencontrer une fois de plus M. Morgan Palmer. Dites-vous bien que ce rendez-vous hebdomadaire sera maintenant récurrent jeudi prochain, certainement, pour une autre rencontre avec vous. Merci. Vous étiez sur Médiatique.